Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc nous a donné un petit exercice assez nouveau. C'est-à-dire que je vais essayer de faire ce cours en ligne en vous expliquant les documents que je vous ai mis sur Pronote. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être rapidement perdus, parce que déjà dans un cours normal, c'est un peu compliqué de suivre parfois. Ici, je ne vais pas pouvoir m'arrêter à chaque fois que vous avez une question. Je vais essayer d'opter pour un débit de parole un peu plus lent que d'habitude, pour que vous ne soyez pas complètement aux fraises au bout de la fin du premier paragraphe. Alors, une petite chose déjà, vous pensez bien à aller regarder régulièrement sur YouTube, et puis bien sûr, enfin vous aimez pas quand j'ai YouTube, donc sur YouTube, et puis sur Pronote pour voir s'il y a des nouveaux documents. Je sais pas, on pourra certainement pas tout faire de cette façon, puisqu'on était en train d'analyser des vidéos que je vais avoir un peu de peine à vous mettre en ligne. Déjà pour des histoires de droit, je ne vais pas aller copier un DVD pour le mettre en ligne. Donc, on va s'occuper des textes un petit peu pendant quelques temps. Avant de commencer le texte que je viens de mettre ce matin, là, le texte de Pierre Bourdieu, enfin l'extrait de sur la télévision, je reprends juste 30 secondes euh, le, le petit cours, ce dont on avait parlé, par rapport à la couverture d'un magazine, d'un hebdomadaire, Le Point. Cette couverture où il y avait, comment s'appelle-t-il, Philippe Martinez, là, le représentant de la CGT, avec donc un titre Comment la CGT ruine la France. Hein, je crois que c'est de mémoire, c'est ça. Donc, vous pouvez juste noter, puisque je crois qu'on n'avait rien noté au dernier cours, que le parti pris est ici très fort hein, par la rédaction en chef, titrer ça en montrant un seul personnage, hein, comme s'il était vraiment celui qui représente, alors de fait il est celui qui représente puisqu'il est le premier, il est le secrétaire général de la CGT, mais enfin comme on le disait l'autre fois en cours, hein, il suffit d'aller faire une petite recherche sur internet pour voir que la CGT elle comprend plusieurs centaines de milliers d'adhérents, donc c'est pas un petit syndicat et surtout c'est pas un syndicat qui peut se limiter à une seule personne, c'est un peu de l'essentialisation dans ce cas-là, et donc évidemment on s'était dit que même si il est de notoriété publique, tout le monde est au courant que Le Point est un magazine d'opinion, c'est-à-dire qu'il ne cache pas son orientation politique. Il n'en reste pas moins que c'est un peu troublant hein, de voir un message aussi clair, c'est-à-dire aussi assassin, lors finalement de manifestations et de grèves. Et même si on peut, ça on l'avait dit aussi l'autre fois, on peut imaginer que de toute façon les lecteurs du Point savent à quoi s'attendre, hein, que c'est ce qu'ils recherchent dans ce magazine-là. Mais enfin, c'est quand même un peu polémique, me semble-t-il, de pouvoir écrire une première de couverture pareille. Donc éventuellement, je vous mettrai la toute petite trace écrite sur Pronote, ça je ne l'ai pas fait ce matin, mais vous pourrez la noter comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire en une seule vidéo. Enfin, peut-être que pour vous, ce serait mieux que je le fasse en plusieurs fois. On va essayer, et puis surtout que je vois qu'il ne faudrait pas que ça fasse une vidéo de 250 gigas. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez là, c'est que vous ayez le texte sous les yeux. Ça va être plus pratique, parce que moi, je l'ai là en papier, voilà. Mais je ne vais pas m'amuser à faire un montage en vous mettant le texte à chaque fois, parce que sinon, la vidéo, vous l'avez après-demain. Et le but, ce serait quand même que vous puissiez la voir assez vite. Alors, sur la télévision, c'est ce petit livre-là. Voilà, alors je ne sais pas du tout, hein, vous voyez, je ne suis pas du tout influenceur, donc je ne sais pas comment on fait. Pierre Bourdieu, donc Pierre Bourdieu est le sociologue, c'est quelqu'un, alors qui, puisque ça vous intéresse souvent, il est mort, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas de très important en France pour la sociologie, il a été au Collège de France, il a écrit énormément de livres, La domination masculine, un livre, donc celui-ci beaucoup plus à la fin de sa vie, évidemment La misère du monde, bon, et puis tout un tas de concepts, la distinction par le goût, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui sont un peu plus intéressés par ça, vous pouvez aller faire une petite recherche sur Internet. Enfin, de toute façon, il n'y a pas besoin de comprendre toute son œuvre hein, pour pouvoir comprendre ce qu'il va nous dire là, puisque c'est plutôt un texte assez simple quand même pour des quatrièmes. Donc, ce texte-là, il a pour objectif de s'interroger d'un point de vue sociologique sur la construction de l'information, c'est-à-dire comment les journalistes fonctionnent, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est pas toujours une critique forcément nette et ad hominem comme ça, les journalistes sont des mauvaises personnes, c'est pas ça, mais c'est qu'il essaie de, et c'est pour ça que c'est de la sociologie aussi, c'est qu'il essaie de voir comment il y a des mécanismes qui se mettent en place et que parfois, sans forcément penser à mal, on se retrouve à avoir une information qui peut être un peu orientée. Ce qu'on a dit l'autre fois, une information qui perdrait un peu de son objectivité. Donc, on y va pour le premier extrait.
que je vous lis. Il me semble en effet que, en acceptant de participer sans s'inquiéter de savoir si l'on pourra dire quelque chose, on trahit très clairement qu'on n'est pas là pour dire quelque chose, mais pour toute autre raison, pour de toute autre raison, pardon, notamment de se faire voir et d'être vu. Donc ça, c'est une citation qui est à la page 11, donc au début du texte. Et évidemment, Bourdieu pourrait presque se mettre dedans. Là, on n'est pas en train de parler des journalistes, on est plutôt en train de parler des gens qui vont à la télévision. Et ça a été un gros problème pour Pierre Bourdieu, une grande partie de sa carrière, c'est que la télévision ne lui offrait pas le temps de parole nécessaire pour qu'il puisse développer un certain nombre de ses raisonnements. On le voit aujourd'hui encore plus souvent, hein, c'est la petite phrase qui fait mouche, c'est ça qu'on retient, c'est ça qui est repris dans les médias, sur Internet, etc. Mais c'est très rare d'avoir des émissions de télé, un peu plus à la radio éventuellement, où un intellectuel pourrait par exemple vraiment développer son raisonnement pendant 15-20 minutes, une demi-heure, pourquoi pas, sans être interrompu. S'il y a toujours un présentateur, un journaliste qui essaie d'aller à l'essentiel, de raccourcir, etc., c'est plus un raisonnement, c'est de la publicité. Donc là, il dit que il faut quand même toujours, lorsqu'on est un intellectuel, lorsqu'on est quelqu'un de la vie publique, lorsqu'on va à la télévision, il faut quand même se demander si on va pouvoir dire quelque chose, hein, si ça a un intérêt quelconque d'y aller, ou si, plus vraisemblablement, on y va pour se montrer et être un peu cela. Alors, je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas l'objet de ce cours, mais enfin, on voit des gens qui vont aller sur tous les plateaux de télévision constamment pour raconter à peu près les mêmes choses. Et finalement, ici, on a l'impression que c'est un petit peu plus pour eux que c'est intéressant que véritablement pour apporter quelque chose, hein, des lumières, pourquoi pas, à, à la population, aux gens qui voudraient les informations. Donc ça, c'est une sorte de prérequis. Il faut pouvoir analyser ça. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Ou est-ce que tant qu'à faire, je reste chez moi, parce que de toutes les façons, on ne me laissera pas m'exprimer correctement. Voilà. Donc, je ne reste pas bien plus longtemps sur cette première citation de la page 11, parce que ce n'est pas celle qui est la plus difficile, me semble-t-il. Alors, la suivante. La suivante est peut-être celle qui m'intéresse le plus. Il nous parle des faits divers. Les faits divers, hein, on en a déjà parlé, c'est tout ce qu'il y a dans la presse, alors écrite, à la radio, à l'oral, à la télé, peu importe, mais c'est toutes ces petites informations, un fait divers. On ne va pas épiloguer sur le terme ici. Donc, la phrase que je veux que vous reteniez, c'est la première, mais les faits divers, ce sont aussi les faits qui font diversion. On revient là-dessus dans 30 secondes. Les prestidigitateurs ont un principe élémentaire qui consiste à attirer l'attention sur autre chose que ce qu'ils font. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante parce qu'elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence, et qu'elle prend du temps qui pourrait être employé pour dire autre chose. Or, le temps est une denrée extrêmement rare à la télévision, et si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Tout est dit ici. On va quand même juste essayer de gloser un petit peu pour être sûr que tout le monde est à peu près pigé. La diversion. Qu'est-ce que c'est faire diversion, hein? On connaît tous l'expression je fais diversion pendant que tu fais quelque chose là, c'est moi qu'on regarde, et toi on ne te voit pas. Et d'ailleurs, ici, il prend en comparaison les prestidigitateurs. Les prestidigitateurs, c'est ce qu'on appelle les magiciens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des vrais magiciens, hein, c'est pas Merlin l'Enchanteur avec une baguette magique ou je sais pas quoi, c'est des gens qui font des tours. Et des tours, ça consiste à dire regardez bien là, pendant que dans l'arrière-boutique je fais autre chose, et bilan, le spectateur ne se rend pas compte qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait un trucage. Ici, c'est sensiblement la même chose. Il nous dit, et ça, on en a parlé ensemble un certain nombre de fois depuis le début de l'année, lorsque on regarde aujourd'hui, là c'est de 96 hein, le bouquin, mais regardons en 2019-2020, lorsque pendant des heures et des heures de programmes télévisuels, ou ailleurs, je ne parle que d'un événement, que d'un fait, et que ça je le rabâche pendant des heures et des journées, et parfois des semaines entières, eh bien, c'est pas parce que cette information, elle n'est pas importante, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est juste d'en parler pendant des dizaines d'heures finalement, si on cumulait toutes les chaînes de télévision et tous les jours où on parle de telle information? On avait pris l'exemple de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Bon, c'est un fait, c'est grave, etc., c'est malheureux. Néanmoins, est-ce que
à l'échelle planétaire, il fallait ne parler que de ça pendant des semaines. Est-ce que le fait de ne parler que de ça, ce n'est pas une façon, encore une fois, attention, pas de caricature, peut-être que c'est inconscient de la part des revues de presse, de la part des rédacteurs en chef, etc. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas parler d'autre chose? Et ça pose évidemment un problème dans l'accès à l'information. Encore une fois, pas un problème forcément dans le mensonge, la manipulation, mais l'accès à l'information. Moi, je suis citoyen, j'ai mes informations grâce à telle chaîne de télé ou telle chaîne de radio ou tel journal. Si on ne me parle que de ça, comment vais-je faire dès lors pour avoir une sorte de panel, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe ailleurs? Parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, pendant ces jours-là, il se passe autre chose ailleurs. Et que peut-être que j'aimerais être au courant. Voilà. Donc c'est ça l'information très importante à retenir de ce passage. Et c'est ce qu'on nous dit, donc le fait divers, enfin c'est ce que Bourdieu écrit, le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire. Hein. Une denrée, c'est un aliment. Donc quelque chose de tout à fait basique, un peu sans saveur, hein, sans goût particulier. Quelque chose qui passe bien, hein, comme ça, qui n'a pas d'incidence particulière, qui ne va pas me pousser dans une grande réflexion, par exemple, ou je ne sais quoi. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est très important parce que elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence. C'est ça qu'il faut retenir. Elle intéresse tout le monde. Oui, je regarde. Ah oui, effectivement. Ça fait consensus. Ça fait consensus, c'est-à-dire que personne ne va dire je suis pas d'accord. Personne ne va dire c'est un scandale. Hein, on voit que la cathédrale Notre-Dame de Paris brûle. Bon, personne ne va dire c'est bien fait. Personne ne va dire bon, je ne sais quoi. Donc, ça fait consensus. Et non pas dissensus. Ça veut dire que tout le monde, à ce moment-là, est d'accord. Mais est-ce que l'information, son objectif numéro un, c'est de faire en sorte d'uniformiser la pensée? Probablement que non. Donc, c'est ici, en tout cas, ce que Bourdieu nous écrit, et c'est ce qui semble l'embêter un petit peu. Parce que ce temps-là, qui est utilisé, le temps qui, nous dit-il, est une denrée extrêmement rare à la télévision, et c'est ce que j'expliquais en préambule, c'est-à-dire, si je vais donner une interview et que j'ai que 5 minutes pour parler d'un bouquin qui m'a pris 4 ans à écrire et qui fait 1200 pages, nécessairement, je vais être obligé de passer par des raccourcis. Et ce que je vais pouvoir dire, ce sera une sorte de tout petit synopsis. Ça n'aura aucun intérêt. Ou en tout cas, ça n'aura pas assez d'intérêt. Et donc, là, il nous dit, toutes ces minutes consacrées à parler de ces faits divers, ce sont des minutes que l'on ne consacre pas à parler de choses essentielles. Et ça, forcément, ça interroge. Encore une fois, ça interroge. C'est-à-dire que ce n'est pas ici une dénonciation particulière, parce que c'est peut-être de la maladresse, parce que c'est peut-être aussi, encore plus aujourd'hui qu'en 96, la recherche systématique de l'information continue, la recherche systématique du scoop par rapport à une autre chaîne, etc. Donc les gens, les journalistes, les grands médias courent après ce genre d'informations et peut-être en oublient certaines sur le bord de la route. Encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, pas de caricature. Il y a encore des journaux, alors peut-être plus la presse écrite, qui vont aller faire des articles de fond, qui vont travailler longtemps sur quelque chose, et qui là vont vous parler de choses dont vous n'entendrez pas parler à la télévision ou à la radio, parce qu'on va être sur des journaux un peu plus confidentiels. Encore que parfois ils sont tout autant lus que les magazines dont on parlait l'autre fois, mais peut-être moins en France, plus à l'étranger, je pense au monde diplomatique par exemple. Alors, on passe à la troisième. Il faut que je regarde un petit peu depuis combien de temps je suis en train de causer. Ça fait déjà 14 minutes. Donc, je ferai peut-être une petite pause après le troisième paragraphe, histoire de voir si l'enregistrement fonctionne aussi, parce que si je fais tout et que ça ne marche pas, ça va être un peu fâcheux. Donc, on fait le troisième et puis je ferai une pause verre d'eau si ça ne vous dérange pas. Un peu plus long, on est page 18-19. Ça aussi, c'est important. Même s'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Les journalistes ont des lunettes particulières à partir desquelles ils voient certaines choses et pas d'autres, et voient d'une manière les choses qu'ils voient. Ils opèrent une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Le principe de la sélection, c'est la recherche du sensationnel, du spectaculaire. La télévision appelle à la dramatisation au double sens. Elle met en scène, en image, un événement et elle exagère l'importance, la gravité et le caractère dramatique, tragique. Pour les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot. On fait le même travail sur les mots. Avec des mots ordinaires, on n'épate pas le bourgeois, ni le peuple. Il faut des mots extraordinaires. En fait,
paradoxalement, le monde de l'image est dominé par les mots. La photo n'est rien sans la légende qui dit ce qu'il faut lire. Legendum, en latin, c'est-à-dire bien souvent des légendes qui font voir n'importe quoi. Nommer, on le sait, c'est faire voir, c'est créer, porter à l'existence. Alors, bon, y a des choses qui sont un peu plus de l'ordre de la linguistique, mais on va quand même essayer de comprendre un petit peu ça. L'histoire des lunettes. Là, la métaphore est claire. C'est-à-dire qu'avec mes lunettes de journaliste, eh bien, donc c'est des lunettes métaphoriques, nous sommes bien d'accord, hein, ils ne sont pas tous des lunettes. Mes lunettes, eh bien, je ne vais voir qu'un certain nombre de choses, hein, comme si j'étais conditionné, de par mon métier, de par l'habitude de mon travail, à analyser un peu vite certaines choses ou à ne m'intéresser qu'à ce qui habituellement fonctionne. Un petit peu comme si je faisais une recette de cuisine où je sais que je fais très très bien le bœuf en sauce. Bon, bah, peut-être que je vais plutôt toujours aller vers ce genre de recette plutôt que d'essayer de faire un cabillaud ou un turbo le lendemain parce que là, je me dis que je vais peut-être foirer ma cuisson. Donc, ça, c'est une première chose. Oui, la comparaison est peut-être un peu moyen, mais enfin, peut-être que ça vous parlera davantage. Si on regarde bien, parce que ça, on en a parlé avec Chris Marker. Les lunettes ici, ça pourrait tout à fait être aussi la caméra. Qu'est-ce que c'est une caméra? Qu'est-ce que c'est un appareil photo? C'est exactement pareil. C'est un cadre. Et c'est un cadre dans lequel je fais rentrer une certaine quantité d'images, en plus d'une certaine quantité de lumière. C'est-à-dire que, tout simplement, je sélectionne. Si je cadre comme... C'est très moche ce que je fais. Si je cadre comme ça ou si je cadre comme ça, il n'y a qu'à voir, mes mains disparaissent, eh bien, je ne mets pas la même chose dans mon image, donc je ne raconte pas tout à fait la même histoire. Ça, il faut en être conscient, vraiment conscient. Chez Chris Marker, on avait vu que c'était des images qui étaient toujours les mêmes, mais c'était la bande-son et la musique et la voix off qui changeaient, et qui changeaient complètement ce qu'on percevait de la scène, alors que les images étaient les mêmes. Mais en plus, si je ne filme pas de la même façon tel ou tel événement, mais véritablement, eh bien, l'événement, il va apparaître différent aux yeux du téléspectateur. Ça, c'est une constante. C'est à ça que ça sert la caméra. C'est à sélectionner. C'est un stabilo optique. Donc, ici, c'est ce qu'on nous dit, des lunettes particulières à partir desquelles il voit certaines choses et pas d'autres. Donc, on est bien dans cette histoire de potentiel conditionnement. C'est-à-dire que l'habitude aidant, eh bien, le journaliste, je dis bien le journaliste, ici, dans le cas archétypal, c'est-à-dire le journaliste auquel il pense, encore une fois, ce n'est pas tous les journalistes, mais il va peut-être avoir des réflexes. Et ces réflexes ont peut-être un but, c'est d'opérer une sélection, consciemment ou inconsciemment, pour aller vers un peu plus de spectaculaire, pour intéresser. Parce qu'il y a toujours cette crainte, visiblement, toujours cette crainte que si je ne sélectionne pas, si je ne mets pas l'accent sur la dramatisation dont nous parle ici Bourdieu, si je ne suis pas dans l'extraordinaire, eh bien je prends le risque, vraisemblablement, d'ennuyer mon téléspectateur, de ne pas faire mouche au moment où je voudrais lui présenter quelque chose. Donc voilà, de le perdre, de le voir zapper potentiellement. Mais évidemment, ça pose problème. Parce que dans ces cas-là, je ne suis plus, un, dans l'objectivité, et deux, dans véritablement la communication de l'information. Je suis dans une mise en scène, le mot est utilisé, elle met en scène, en image, un événement, et elle exagère l'importance, la gravité. Ça, là, c'est tout à fait condamnable. Parce que la mise en scène, d'ailleurs le terme on l'emploie bien dans un certain nombre de contextes, on l'emploie dans la fiction. C'est-à-dire qu'on met en scène une pièce de théâtre, on met en scène un film, mais on ne devrait pas mettre en scène une information. Puisque à partir de là, ça veut dire qu'on la montre telle qu'elle n'est pas vraiment. On la modifie un petit peu du fait de la mise en scène qu'on utilise. Et c'est ce qu'il dit après, en plus des images, là il s'intéresse davantage au langage, il dit les mots, quels mots va-t-on employer? Et ça, bon, je ne reviens pas 2 heures là-dessus parce qu'on avait noté des choses sur Chris Marker, c'est ce qu'il montrait lui dans les années 50. C'est-à-dire que comment je parle de quelque chose, quel est le vocabulaire que j'utilise pour parler de quelque chose, est-ce qu'il est laudatif, mélioratif, est-ce qu'il est péjoratif, est-ce qu'il est vers le plus de neutralité possible, ça veut dire un vocabulaire qui serait non pas connoté mais dénoté, c'est-à-dire qu'on essaierait d'avoir quelque chose d'assez factuel. On est d'accord, on l'a dit, la parfaite objectivité n'est pas possible. Néanmoins,
Le travail à faire, c'est celui qui consiste à essayer de se rapprocher toujours au maximum de l'objectivité. Voilà. Si mon angle, c'est de dire que je veux toujours être au maximum de l'objectivité, je ne serai pas parfaitement objectif, mais je le serai déjà un petit peu plus que si je dis, oh bon, l'objectivité, finalement, m'en fous. Je vais plutôt faire une couverture comme Le Point, en marquant comment la CGT, tout ça, tout ça. Donc, ici, effectivement, il nous dit qu'il faut des mots extraordinaires, et il nous parle des légendes qu'on met sous les photos. Eh bien, ces légendes qu'on met sous les photos, c'est exactement le même procédé que ce que montrait Chris Marker dans L'aide de Sibérie, c'est-à-dire que j'ai des images, je les commente, et ben, en fait, indirectement, dans l'esprit du spectateur, le commentaire va prendre le pas sur les images. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, mais enfin, il est étrange ce commentaire, les images ne montrent pas ça. Je vais associer tout à fait naturellement et sans même pouvoir l'intellectualiser, hein, je vais associer les mots et les images. Et ça va devenir une seule et même chose. C'est le même procédé qu'un procédé très ancien russe qui s'appelle l'effet Kuleshov au cinéma, qui est le principe de vous mettez un visage, le mien par exemple, le plus neutre possible, et puis vous superposez par-dessus, hein, grâce à de la surimpression, une image par exemple d'une très bonne assiette d'un repas qui a l'air très bon, qui fume comme ça. Eh bien, l'effet Kuleshov, il démontrait que tout à coup, on avait l'impression que mon visage, qui pourtant était neutre, eh bien, éprouvait l'envie de manger. Si derrière je montrais une autre image, je sais pas, quelque chose qui était plutôt inquiétant, eh bien, naturellement, le spectateur avait l'impression que toujours mon visage neutre, il commençait à montrer une forme d'inquiétude, parce qu'il associait ces deux strates, en fait, hein, ces deux images. Et son cerveau créait un sens qui n'est pas préexistant, puisque quand moi on m'a filmé neutre, on m'a pas dit qu'on va coller dessus une image d'un rôti de bœuf ou d'un accident ou de je sais pas quoi, de quelque chose qui me ferait très très plaisir ou très envie. Ok. Donc c'est un peu le même procédé ici avec la légende, c'est-à-dire ce qu'on nous écrit sous une photographie, eh bien ça va influencer énormément hein, notre manière de percevoir cette photographie et peut-être même de la réinterpréter d'une certaine façon. Alors bien sûr, ça ne veut pas toujours dire non plus ici que c'est malhonnête, hein, parce que bien souvent, il faut des légendes, parce que sinon, on ne comprend pas quel est le document qu'on a. Et ça pourrait presque être encore plus grave sur certaines photos de ne pas avoir de légende. On est bien d'accord. Mais en revanche, pour ce qui est de la télévision, on peut s'interroger hein, sur les voix off qui sont constamment utilisées et un peu plus rarement peut-être maintenant, mais l'utilisation de musique. On est d'accord que la plupart du temps maintenant sur un journal télévisé, enfin je ne regarde pas assez pour pouvoir en être sûr, mais il n'y a pas de musique utilisée ou très très peu. Mais chez Chris Marker, on avait vu l'incidence considérable qu'une musique tantôt joyeuse et une musique très dramatique, après comment cette musique, ces musiques, elles transformaient complètement l'image et qu'on ne lisait plus hein, la même chose alors que les plans, hein, les images, les personnages filmés étaient exactement les mêmes. Donc ici, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il conclut. Nommer, on le sait, c'est faire voir. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, eh bien, je suis en train, en fait, en quelque sorte, de créer de la réalité. Donc là, on s'aperçoit, hein, on est parti des lunettes particulières que les journalistes auraient pour regarder l'information et faire l'information. À la fin, on se rend compte du pouvoir considérable qu'a le mot sur l'image. Alors que parfois, on aurait l'impression, un peu naturellement, hein, de se dire qu'une image peut être plus forte que 1000 mots. En tout cas, il y a une alchimie qui se fait entre image et mot, et c'est peut-être le mot qui va l'emporter à la fin, parce que le mot lui-même peut modifier la perception qu'on a de l'image, là où peut-être l'inverse n'est pas sûr. Voilà. Mais je vais faire une petite pause ici, je pense que j'ai déjà été un petit peu dense, je m'en excuse, et je reviens, il nous reste un, deux, trois paragraphes. Commence donc avec notre Pierre Bourdieu. Juste une petite précision avant de poursuivre. N'hésitez pas à, alors peut-être pas sur la chaîne parce que ça va m'énerver un peu de répondre dessus, mais lédier.prof@gmail.com, votre adresse mail, enfin celle sur laquelle vous pouvez m'écrire. Si vraiment vous rencontrez des difficultés particulières, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse. Vous l'avez déjà normalement pour la plupart d'entre vous, mais de façon à ce que si c'est un document, je vous renvoie un document, ou si c'est quelques questions, que j'essaie de vous répondre par ce biais-là. Je ne sais pas encore si il y a une autre technique. L'idéal aurait été la visioconférence, mais l'avantage des vidéos enregistrées, c'est que vous pourrez les regarder quand
vous pouvez, alors que je suis à peu près convaincu qu'on ne pourrait jamais tous être connectés en même temps pour un cours. Ça me paraît un peu illusoire. Donc, je reprends, il nous reste 3 paragraphes. Donc, le quatrième paragraphe est autour de l'audimat. L'audimat, donc, c'est le nombre de personnes qui regardent un programme. Et vous savez que c'est extrêmement important, on en a parlé beaucoup de fois déjà, ne serait-ce que par rapport à, pour certaines chaînes en tout cas, la publicité. C'est-à-dire que si vous êtes une chaîne très très regardée, eh bien évidemment vos pages publicité, vous allez les facturer beaucoup plus cher à l'entreprise privée qui veut faire la promotion de son produit que si vous êtes une chaîne absolument confidentielle que personne ne regarde. C'est assez logique. Donc l'audimat, c'est la mesure du taux d'audience dont bénéficient les différentes chaînes. Partout, on pense en termes de succès commercial. Il y a simplement une trentaine d'années, et ça depuis le milieu du 19e siècle, depuis Baudelaire, Flaubert, etc., dans le milieu des écrivains d'avant-garde, des écrivains pour écrivains, reconnus par des écrivains, le succès commercial immédiat était suspect. On y voyait un signe de compromission avec le siècle, l'argent. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, le marché est reconnu comme instance légitime de légitimation, ça on y reviendra parce que c'est très important. On le voit bien avec cette autre institution récente qui est la liste des best-sellers. L'audimat, c'est la sanction du marché, de l'économie, c'est-à-dire d'une légalité externe et purement commerciale, et la soumission aux exigences de cet instrument de marketing est l'exact équivalent en matière de culture de ce que la démagogie orientée par les sondages d'opinion en matière politique. J'ai mal lu la phrase, je crois. La soumission aux exigences de cet instrument de marketing est l'exact équivalent en matière de culture de ce qu'est la démagogie orientée par les sondages d'opinion en matière politique. Bon, un peu plus technique peut-être cette fin-là, donc on ne rentrera peut-être pas dans les détails. Néanmoins, pour ce qui est du début, l'audimat, et surtout cette expression qu'il utilise et que je veux que vous reteniez, l'instance légitime de légitimation. Alors comme ça fait un peu peur à la phrase, on a l'impression que c'est incompréhensible. Instance, donc pouvoir si vous voulez, légitime à qui on accorderait tout le crédit, légitime de légitimation. C'est-à-dire que c'est l'audience, donc la quantité de personnes regardant un programme, qui légitimerait ce programme comme un programme de qualité. Pour le dire encore plus simplement, si mon programme est regardé par 3 millions de personnes, c'est qu'il est bien. S'il est regardé par 4 personnes, c'est qu'il est nul. Je caricature un tout petit peu, mais c'est l'idée ici qui est exposée là-dedans. Et Bourdieu explique que c'est assez récent finalement, ce procédé-là et ce calcul-là, qui a encore quelques années, en particulier au XIXe siècle, il nous cite Baudelaire, Flaubert, etc., être reconnu, faire succès immédiatement avec une œuvre, c'était louche. C'était louche parce qu'on se disait qu'il y avait une compromission, ça veut dire qu'on avait été un peu corrompu par la société d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples comme ça, effectivement, qui le prouvent. C'est-à-dire que beaucoup des auteurs ou des artistes qu'on connaît aujourd'hui sont parfois des gens qui ont vécu du temps de leur vivant, ce qui est un pléonasme, qui ont vécu pauvrement, sans être reconnus particulièrement, qui sont morts dans l'oubli le plus total. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. Aujourd'hui, évidemment, ça on en parle et je vous le dis souvent, on est dans quelque chose d'assez inverse, même quand on ne parle même plus d'œuvres d'art. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez une tendance à aller plébisciter, saluer, applaudir, encourager un certain nombre de personnes qui n'existent finalement que par les réseaux sociaux. Et vous êtes parfois, peut-être pas tous, fascinés par le fait que machin ou bidule ou truc, en postant une énième photo de lui ou d'elle de façon plus ou moins habillée, va rencontrer l'adhésion de millions de followers, par exemple. Ça, il n'y pensait pas, Bourdieu, aux followers à l'époque, puisque ça n'existait pas en 96. Mais aujourd'hui, c'est encore plus visible. C'est-à-dire que vous allez faire le zouave dans une émission de télé où on vous filme 24 heures sur 24, je ne sais quoi,
Et vous êtes donc immédiatement reconnu dans la rue comme si vous étiez quelqu'un d'important, comme si vous étiez quelqu'un qui avait apporté quelque chose à l'humanité. Je sais pas, un artiste, un intellectuel, un savant, quelque chose comme ça, alors qu'on en est quand même très loin, nous sommes d'accord, j'espère, pour dire que ben, des gens qui sont payés ou, je sais pas, pour s'engueuler dans un appartement, par exemple, ne sont pas véritablement l'élite de la nation. Je crois qu'on peut le dire sans vexer personne, hein, je pense qu'ils sont au courant eux-mêmes. Donc, évidemment, ça pose problème ici. Et pour revenir un peu plus près hein, de ce que dit Bourdieu, c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans la réception aussi de la culture. C'est-à-dire que il est faux de dire que parce qu'une œuvre serait extrêmement vue, extrêmement achetée, hein, il parle des best-sellers, donc les livres qui se vendent les mieux, euh, que cette œuvre, elle trouverait sa qualité du fait de cette réception importante. Ben, parce que ça ne veut pas dire non plus l'inverse. Hein. C'est pas parce que quelque chose serait lu par des millions de personnes que forcément ce serait pas bon. Attention. Mais il est bien entendu que puisqu'on fonctionne aujourd'hui encore plus que jamais sur quelque chose de commercial, et le commerce c'est pas mal en soi, hein, mais quelque chose de commercial, c'est quelque chose pour un livre ou pour un film par exemple, quelque chose qui va se voir sans résister. Hein, quelque chose qui va, on va le dire pour un livre par exemple, qui va se lire très facilement, qui va raconter une petite histoire comme ça, qui ne porte pas forcément à conséquence, qui va pas être quelque chose de trop cérébral, parce que sinon on va laisser plein de lecteurs sur le bord de la route, quelque chose qui va parfois manquer un peu d'exigence. Et les films, on les voit. Hein. En France, par exemple, on est un peu les pros des comédies, alors bien marrantes, effectivement, mais qui ne sont pas véritablement des films qui veulent faire réfléchir l'humanité sur des questions graves. Donc ces films-là vont faire des dizaines de millions d'entrées, là où un film plus social, par exemple, va faire 250 000 entrées. Parce que ça n'est pas le même type d'œuvre. Et donc il y en a une qui est facile, facile d'accès, qui ne demande pas d'effort, et il y en a une autre qui va demander de réfléchir, qui va être un peu plus dure à regarder, un peu plus dure à comprendre, peut-être un peu plus ennuyeuse aussi, mais ça fait partie de son sens. Si on veut faire encore une comparaison, hein, ce serait un petit peu comme, je sais pas, manger dans un fast-food, où c'est facile, et peut-être aller vers des aliments, des cuisines, des choses un petit peu plus difficiles d'accès, un peu plus exigeantes, où on est moins habitué, où les goûts sont un peu plus forts, un peu plus inconnus aussi. Évidemment, ça peut repousser certaines personnes parce qu'on est bien dans son confort aussi. Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, c'est le marché qui finalement ferait, j'emploie le conditionnel, ferait la qualité d'une œuvre. Et, et ainsi, justement, que son auto-perpétuation, hein, si on veut, c'est-à-dire que puisque le livre serait numéro un des ventes, par exemple, eh ben les gens iraient plus volontiers l'acheter pour faire un peu comme les autres. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vient de se mettre en place, puisque vous êtes nombreux à avoir Netflix, par exemple, si je ne dis pas d'erreur, maintenant ils mettent aussi un classement, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, pourquoi un classement? Pour dire que ben, la majorité des gens, dans le monde ou en France, j'en sais rien, ont regardé d'abord tel programme. Ça, c'est le premier programme regardé sur Netflix, puis le deuxième, puis le troisième, puis le dixième. C'est une façon de dire, puisque tout le monde le regarde, regardez-le aussi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément que je regarde ce que tout le monde regarde? Si ça m'intéresse, grand bien me fasse, mais c'est pas comme ça qu'une œuvre se juge. Une œuvre, elle se juge par rapport à ce que j'en pense moi, déjà, pas les autres, et puis ensuite à ce qu'elle me raconte. Donc ici, c'est quand même, en tout cas, très très ennuyeux dès l'instant où il y aurait cette collusion, c'est-à-dire ce mélange qui ne devrait pas avoir lieu finalement entre art, d'une partie, d'un côté, et le commerce. Et donc, ce qui nous est dit, et je passe à la citation suivante, le marché est reconnu comme instance légitime de légitimation. Or, ça n'est pas possible. Ça n'a jamais été le cas, et c'est le cas maintenant, mais ça ne peut pas être, la vérité. La vérité, le terme est peut-être un petit peu vague, mais je pense que vous avez compris l'essentiel, et puis sinon, on en reparlera une autre fois. Avant-dernière citation. Il arrive aussi que les journalistes, faute de garder la distance nécessaire à la réflexion, jouent le rôle de pompiers incendiaires. Ils peuvent contribuer à créer l'événement en montant en épingle un fait divers. Entre parenthèses, un assassinat d'un jeune Français par un autre jeune tout aussi français, mais d'origine africaine.
pour ensuite dénoncer ceux qui viennent mettre de l'huile sur le feu qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Alors, problème ici, pareil sur le traitement de l'information. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des choses qui sont forcément nécessaires de dire? Est-ce que de préciser, hein, comme c'est dans votre texte là, parce il a dû citer ça tel qu'il l'avait trouvé, d'origine africaine. Est-ce que lorsque, ici, il y a voilà, une information, il y a eu une agression, très bien, un assassinat, pardon, d'un Français par un autre Français, pourquoi devoir préciser que cet autre Français est d'origine africaine? Est-ce que ça a une incidence particulière sur le fait, sur l'information? En soi, non. Il y a eu un assassinat, il y a une victime, il y a un meurtrier. Pourquoi préciser que ce meurtrier il est d'origine africaine? Ça ne fait avancer en rien. En revanche, ça crée une tension. Ça crée une tension parce que d'une part, il pourrait y avoir une communauté qui se sentirait stigmatisée tout à coup. Pourquoi est-ce qu'on précise que cet assassin est d'origine africaine? Et puis évidemment, ça peut faire le jeu de tout un tas de partis xénophobes hein, qui diraient ah ben voyez, c'est encore quelqu'un issu de telle communauté qui a perpétré ce délit ou ce crime. Et donc ici, c'est stigmatisant. Et donc on nous dit pompier incendiaire, hein, vous savez le principe du pompier incendiaire, c'est celui qui mettrait le feu pour pouvoir l'arrêter ensuite. Hein. Donc, bon, ça dénote déjà un petit souci mental, mais ici, ça pourrait être effectivement, enfin, c'est ce que nous dit Bourdieu lorsqu'il parle de ça, c'est-à-dire donner cette information et après, hein, donc être responsable de l'information qu'on a donnée, d'insister sur le fait que cet assassin était d'origine africaine alors qu'en fait, ça ne fait pas avancer du tout la réflexion ou quoi que ce soit, de dire ça et pour ensuite dire ah attention, il y a récupération, pourquoi est-ce que vous dites que tous les noirs ou tout ceci ou tout cela ou toute cette communauté c'est forcément ça, pourquoi est-ce que vous essentialisez hein, le terme dont on a déjà parlé et que un peu tout le monde a une fâcheuse tendance à essentialiser, hein, c'est-à-dire qu'à prendre tout le monde pour un seul individu, hein, dire tous les gens sont comme ça, hein, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, si je dis une phrase tous les Français sont, ou tous les Allemands sont, ou je ne sais quoi, ou même ne serait-ce que les Allemands sont, les Anglais sont, je suis en train d'essentialiser, c'est-à-dire de faire une généralité. Et d'un point de vue rhétorique et d'un point de vue de l'information, c'est évidemment c'est un tort. C'est un tort, puisqu'on ne peut jamais, jamais considérer qu'une communauté, dans tout ce qu'elle a de large, hein, de différents, etc., puisse se concentrer sur un seul individu. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc attention dans les propos qu'on peut tenir, hein, vous comme moi, attention à cette dérive qui arrive très très vite. Hein. On ne fait pas attention, parfois c'est volontaire, hein, on le fait pour faire du mal, parfois c'est juste de la bêtise, mais le but quand même c'est d'essayer de corriger nos bêtises à tous, parce qu'on en est tous bien pleins, hein, et il faut quand même en être conscient pour essayer de se corriger petit à petit. Donc ici voilà, c'est ça qui l'embête beaucoup, puisque ensuite cette même presse hein, qui a allumé le feu, hein, qui a mis de l'huile sur le feu, eh bien elle viendrait dire attention, attention, il faut se calmer, il ne faut pas tout mélanger. Bah oui, mais sauf que si j'ai fait un article précédemment où c'est moi qui mélangeais les choses, c'est moi qui apportais des détails qui n'avaient finalement aucune raison d'être par rapport à ce dont je voulais parler, eh ben, c'est un petit peu moi qui ai biaisé l'information. Allez, on passe à la dernière citation, parce que là, le cours va commencer à être peut-être un petit peu long. Les fondateurs de la République, au XIXe siècle, disaient, on l'oublie, que le but de l'instruction, ce n'est pas uniquement de savoir lire, écrire, compter pour pouvoir faire un bon travailleur, mais de disposer des moyens indispensables pour être un bon citoyen, pour être en mesure de comprendre les lois, de comprendre et de défendre ses droits, de créer des associations syndicales. Il faut travailler à l'universalisation des conditions d'accès à l'universel. Bon, aussi, c'est un petit peu tendu cette fin de citation, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a dû évoquer ensemble très souvent. Bien évidemment, si on voulait faire de vous que des travailleurs, on ne se donnerait pas le mal qu'on se donne, en fait, tout simplement, puisque on vous dirait, tiens, est-ce que tu aimes bien ce marteau? Ben voilà, prends un clou, prends un marteau, ça ira bien, et puis tu peux te mettre à bosser maintenant, tu as 10 ans, à 10 ans on peut taper avec un marteau sur un clou, donc pas besoin de parler de Bourdieu, pas besoin de parler de Rousseau, de je sais pas qui, de Huysmans, on va directement à l'essentiel. Sauf que c'est pas ça que l'école fait. Ce n'est pas ça du tout que l'école fait. Elle ne va pas à l'essentiel, justement. Elle fait ce que vous lui reprochez souvent, c'est-à-dire qu'elle fait des choses qui ne vous servent à rien, d'après ce que vous croyez, qui ne sont pas indispensables. C'est le goût
hein, de l'inutile, l'école, quelque part. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, c'est pas utile demain en cas d'invasion zombie, effectivement, d'avoir lu tout Flaubert, ça va peut-être pas vous permettre de pouvoir résister à l'envahisseur. C'est certain. En revanche, puisqu'a priori il n'y a pas de zombies pour l'instant, en revanche, à partir du moment où vous êtes un citoyen, où vous êtes quelqu'un qui a encore à peu près quelque chose sous les cheveux, là, euh, vous êtes capable de réfléchir. Vous êtes capable de réfléchir sur le monde, sur votre vie, sur les autres, etc. Et là, Flaubert, ou n'importe qui, hein, n'importe quel autre artiste, là, sa vision du monde, son analyse du monde, ça va vous servir. Encore une fois, consciemment, inconsciemment, hein, c'est pas pour ça qu'on est tous obligés de citer, dès qu'on parle, dès qu'on fait une phrase, de citer un passage de tel ou tel auteur, hein. On n'est pas dans la cuistrerie, mais c'est simplement que c'est quelque chose qui me nourrit, essentiellement intellectuellement. Et ça, c'est très important. Et bon, là, je m'éloigne un tout petit peu de ce qu'il disait, mais il nous rappelle voilà, qu'au XIXe siècle, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire des citoyens, pas des travailleurs. Et en ça, la presse, libre, elle a aussi un travail à faire énormément. C'est-à-dire que la presse, elle doit nous former. Parce que l'information, je ne peux pas la trouver tout le temps tout seul. S'il y a le métier de journaliste, et encore une fois, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas fait des études de journalisme, je serais bien incapable de faire le travail que les bons journalistes font. Donc, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin qu'eux, ils fassent un tri, éventuellement pour moi. J'ai besoin qu'ils soient capables de m'expliquer, peut-être mieux que ce que je suis en train de faire là, de m'expliquer correctement, convenablement une information pour que je puisse la saisir, mais sans pour autant, on en avait parlé avec la charte du journaliste, sans pour autant me la réduire ou me la vulgariser de telle façon que j'aurais plus que l'essentiel et plus les subtilités. Mais un travail de journaliste, c'est rendre une information complexe accessible aussi. Donc, j'ai besoin du journalisme, des médias, pour pouvoir m'informer sur l'état de mon monde, l'état de ma société, de mon pays, mais du monde en général. Donc, au même titre que l'école. Et c'est bien pour ça qu'il dit qu'il faut travailler à l'universalisation des conditions d'accès à l'universel. Alors, hein, encore une phrase qui, comme ça, paraît un peu incompréhensible et insurmontable, mais c'est cette idée que on a encore beaucoup de choses à faire pour que tout le monde, tout citoyen, là, on va parler de la France, parce que c'est pas forcément très facile de pouvoir transposer ça à n'importe quel autre pays du monde, mais que tout citoyen puisse accéder à la même chose que l'autre. Et qu'il n'y ait pas de distinction, finalement, entre un citoyen qui serait un citoyen de seconde zone, hein, et puis un citoyen de première zone, qu'on peut matérialiser par l'endroit où vous habitez, l'enseignement que vous recevriez, etc., etc. Ça, évidemment, ça ne doit pas exister. Alors ça existe peut-être, mais bon, on essaie de faire en sorte qu'il y ait cette universalisation. Sinon, évidemment, l'école et donc la République a failli dans sa mission. C'est-à-dire que ça ne marche pas et qu'on perpétue des inégalités. Alors moi je ne veux pas dire qu'on perpétue des inégalités, parce que si je croyais ça véritablement, j'arrêterais de faire ce travail. Mais il faut essayer en tout cas d'avoir conscience de ça. Et moi en tant qu'enseignant d'en avoir conscience, et vous en tant qu'élève d'en avoir conscience évidemment, hein, puisque c'est aussi ce qu'on attend de vous. Hein, c'est pas qu'un cadeau, c'est pas on va faire de vous des citoyens, voilà c'est cadeau. Non, il faut tâcher de devenir citoyen. Donc il y a un travail à faire. À aucun moment, on vous dit, grâce à un coup de baguette magique, ça y est, tu sais tout, tu as compris le monde. Si elle existait, cette baguette magique, ça fait longtemps que je l'aurais actionnée sur ma tête et c'est pas le cas. Mais en revanche, c'est un travail de chacun. D'accord. Et c'est pas simplement non plus que la responsabilité d'autrui ou d'une tierce personne et que moi ce serait pas de ma faute parce que vous comprenez, on m'a pas donné ce qu'il fallait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, entre nous, hein, avec les gens avec lesquels je communique, c'est-à-dire que ça s'adresse à mes élèves, les autres, j'en sais rien, mais ça serait pas vrai de dire ça. On vous donne tout ce qu'on peut vous donner, je crois. Voilà, bon, donc, on en a terminé avec ce document. Je pense que ça va être compliqué, cette histoire hein, d'Internet. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez vraiment avoir réussi à comprendre tout ça. Je mettrai peut-être quand même quelques documents un peu récapitulatifs de ça à l'écrit, mais c'est vrai que je me disais que c'était peut-être plus vivant de le faire comme ça et que ce serait plus agréable pour vous. Je ne sais pas si c'est le cas. Hein. Si c'est pas plus agréable pour vous, j'arrêterai de filmer ma trombine et peut-être que je ferai que du son ou que je mettrai que du texte. Ça sera à vous de me le dire. N'hésitez pas là pour le coup à me le dire par pronote ou je ne sais quoi. On peut quand même communiquer de cette façon-là. Voilà. Et je reviendrai donc un peu plus tard avec un autre texte
les nouveaux chiens de garde, et puis j'essaierai peut-être de vous expliquer un petit peu les différentes vidéos que je voulais qu'on regarde, mais ça j'ai bien peur que ce soit compliqué, donc on verra. Donc il est bien entendu, c'est ce que je vous avais dit, pour certains, hein, il est bien entendu que la quantité de cours que vous aurez par ce biais-là sera forcément inférieure à celle que, vous auriez eue en classe, parce qu'il y a des choses que je peux difficilement transposer sur internet. Je reste en tout cas à votre écoute et je réponds à vos questions s'il y en a, donc ou bien le mail, ou bien effectivement, ça m'est revenu à l'instant, bah, Pronote, on a le système où on peut communiquer très rapidement dessus. Donc n'hésitez pas, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Allez, à très bientôt. De toute façon, je remettrai quelque chose dans la semaine.